qu'est-ce qui pousse tout simplement un apnéiste à vouloir toucher les abîmes? Le but ultime, c'est pas forcément de gagner des médailles ou être sur le podium, c'est d'arriver à gérer ses émotions dans un certain environnement. Et c'est un univers qui nous permet justement d'aller encore plus loin dans cet état d'introspection et de travail sur le corps et aussi sur l'esprit. Plus on va être dans l'instant présent, plus on va être capable de gérer ce que l'on a à faire et de concentrer sur ce que l'on fait. Donc, l'état de conscience, c'est la capacité à vivre l'instant présent, à être connecté que sur ce qui se passe, sur les sons, sur le toucher, sur le ressenti. Et ça nous pousse dans les retranchements à changer des choses dans notre propre vie, en dehors de l'apnée. La rivière Tumboisio, au-delà du cours moyen. Et elle s'est inclinée pour saluer le propriétaire du tchoum, la tente traditionnelle, et elle a demandé « Faites cesser cette tempête de neige, sinon mon peuple mourra ». Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. La marche contre l'islamophobie du 10 novembre dernier a été accusée de tous les maux. Nous avons donc décidé d'inviter pour en débattre deux hommes qui s'y trouvaient, Marwan Mohammad et Yvan Riofol. Je vous remercie tous les deux d'avoir accepté ce débat. Marwan Mohammad, vous êtes statisticien, concepteur d'algorithmes, cofondateur de la plateforme Les Musulmans. Vous êtes l'auteur de Nous sommes la nation, pourquoi il faut lutter contre l'islamophobie, qui est paru à La Découverte. Vous avez été porte-parole puis directeur exécutif du CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France. Vous avez démissionné de vos fonctions en octobre 2017, mais vous en êtes resté adhérent. Le CCIF fait partie des organisations à l'origine de la marche contre l'islamophobie du 10 novembre. Le CCIF, oui, je vais arriver à le dire, le CCIF est régulièrement accusé d'islamisme rampant par ses adversaires. On vous a d'ailleurs reproché d'avoir fait crier Allahu Akbar aux manifestants ce jour-là, pendant la marche. On y reviendra. Quel bilan vous tirez de cette marche contre l'islamophobie ? Un beau bilan, c'est une marche qui est un moment historique où des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue pour dire stop à l'islamophobie, en dénonçant une forme de racisme contemporaine qui vise nos concitoyens musulmans en raison de leur appartenance réelle ou supposée à la religion musulmane. C'est la plus importante manifestation antiraciste depuis les années 80. Et puis ça a été aussi le moment d'un rassemblement où des gens de toutes les origines, de toutes les opinions politiques, de toutes les religions sont descendus dans la rue ensemble dans un moment de fraternité, dans un moment de dénonciation qui dit qu'en 2019, il est temps, au bout du compte, de prendre compte de cette forme de racisme contemporaine qui ne vise pas à la critique des religions, contrairement à ce qu'on voudrait dire, qui ne vise pas à instaurer un délit de blasphème, mais à prendre en compte le fait que des citoyens aujourd'hui, pour leur choix religieux, sont visés, discriminés, parfois agressés. Et ça, c'est un bilan qui est positif, un bilan qui ouvre un chemin de travail, parce qu'une manifestation, c'est juste une étape, c'est juste une démarche symbolique qui doit ouvrir une étape et un chemin de travail pour lutter contre toutes les discriminations, contre toutes les violences, sans les classer par ordre de priorité et dans une démarche égalitaire. C'est ça le bilan. Néanmoins, sans vouloir les classer, vous avez dit que c'était la plus grande manifestation antiraciste depuis les années 80. Ça dépend des chiffres, il y en a eu d'autres. Il y a eu des séquences, des rassemblements, des moments. Moi, je ne classe pas par ordre de priorité en fonction du nombre de personnes qui sont dans la rue. Mais je dis que dans une période où, à longueur de journée, les citoyens musulmans sont construits parfois comme un problème par des polémistes, par des hommes et des figures politiques, pouvoir dire et poser enfin la réalité de ce phénomène. Et malgré le rouleau compresseur médiatique et politique de gens qui ont essayé de dissuader de venir à cette marche, qui ont essayé de diaboliser ces organisateurs, qui ont essayé de faire passer d'autres messages que ça en soi, c'était un moment historique. Et les messages qui ont été adressés, de dire que nous aussi sommes la nation, de dire que la laïcité, c'est pas quelque chose qui doit causer du tort à la diversité, à la pluralité des religions, de dire que dénoncer l'islamophobie, c'est pas nier en quoi que ce soit la réalité d'autres phénomènes racistes dans la société contemporaine, ça c'était un moment historique et c'est ça qui a crispé autant d'opinions différentes, parfois divergentes, des opinions positives, aussi des opinions négatives, et ça, c'est ça qui crée une tension et qui fait de ce moment un moment historique.
Yvan Rioufol, vous êtes chroniqueur au Figaro. Votre dernier livre paru s'intitule « Macron, de la grande mascarade aux gilets jaunes ». C'est le recueil de votre bloc-notes dans le Figaro des années 2016-2017, paru chez l'Artilleur. Vous êtes également l'auteur de La guerre civile qui vient, chez Pierre-Guillaume Deroux. Votre prochain livre, Les traîtres, paraîtra en janvier chez le même éditeur. Et vous avez assisté à la marche contre l'islamophobie du 10 novembre, à laquelle participaient également, j'aurais pu le dire dès le début, Jean-Luc Mélenchon, Clémentine Autain, Esther Benbassa ou Edwy Plenel. Vous en avez fait un article sur votre blog intitulé « Manifestation de la honte égale la haine bon enfant ». Vous parlez même de rassemblement de la haine. Alors quel bilan vous tirez de cette marche, vous ? J'ai trouvé que là, les masques étaient tombés et j'ai été très satisfait naturellement de ce rassemblement. D'abord parce que j'en ai été éjecté. Enfin, du moins, je me suis moi-même éjecté de ce rassemblement qui avait été présenté comme bon enfant dans la mesure où, après une heure d'insultes portées et par des femmes en hijab ou en foulard et par des gauchistes un peu bas du front, j'ai bien vu que ma présence commençait à poser problème, donc j'ai préféré partir. C'est la première fois de ma vie que j'ai à quitter une manifestation, parce que j'en suis beaucoup, j'aime beaucoup m'émerger dans ces manifestations-là, parce qu'on y ressent très exactement ce qu'est l'envers du discours. Alors l'envers du discours, naturellement, je n'ai pas vu, en tout cas moi, une manifestation antiraciste, j'ai vu une manifestation anti-France, c'est-à-dire que j'ai vu la France insultée, traitée de raciste. Quand les gens disent laïcité, on t'aime. Vous vous répète ce que j'ai vu. Moi, j'ai vu une France qui a été traitée de raciste, qui a été traitée en effet d'islamophobe, qui a été nazifiée, puisqu'il y a eu un parallèle qui a été fait entre le sort des musulmans contemporains et le sort des juifs. Cela vous en embêtez. On le verra. Ça va bien se passer, je vous en prie. Et le sort des juifs durant les années 30 et durant l'occupation, donc avec des monstruosités naturellement auxquelles je m'attendais, parce qu'en fait je savais assez bien ce qui allait se passer. Et donc, de mon point de vue, j'ai trouvé que cette expression politique était une expression qui mettait bien les points sur les i, et d'autant plus que j'y ai vu naturellement la triste collaboration de toute l'extrême gauche qui s'est rangée auprès de ceux qui défendent, de mon point de vue, une idéologie liberticide, totalitaire, judéophobe, sexiste, et donc j'y ai vu l'abomination de l'abomination, mais en même temps je suis très content de débattre avec vous, parce qu'on va pouvoir se dire les choses en face, et d'autant que je ne suis pas, pour mettre les choses au clair, je ne pense pas que ce soit vous le principal adversaire dans le fond à combattre. Je pense que vous n'êtes qu'un symptôme, vous, votre mouvement, n'êtes qu'un symptôme. Les véritables adversaires, ce sont ceux dans les gouvernements successifs depuis 30 ans, 40 ans, vous ont permis de remplir un vide. Et dans le fond, je ne vous reproche pas, vous tentez de remplir un vide. Et c'est ce vide, moi, que je critique et dans lequel je critiquerai ces traîtres-là qui ont abandonné la nation. Ok. Donc c'est intéressant. On comprend que vous soyez déçus, que vous étiez parti chercher de la haine et vous avez juste trouvé des gens qui chantaient la Marseillaise. En effet, j'ai trouvé de la haine. Je sais que vous êtes très fier de votre politesse, vous allez être capable de m'entendre alors jusqu'au bout. Donc vous étiez parti pour chercher de la haine, vous étiez parti aussi pour provoquer les gens. À longueur d'année, vous faites vos sujets. Non mais soyez détendus, comme vous êtes calme, soyez courtois, laissez-moi terminer. Donc vous étiez parti chercher de la haine et vous aviez trouvé des gens qui chantent la Marseillaise, qui respectent la laïcité, qui disent qu'il y a un certain nombre de problèmes dans notre société, et parce qu'ils aiment cette société, ils voudraient la réparer, et vous avez trouvé des gens qui étaient toutes les religions et qui étaient fraternels. Et c'est déjà une très bonne nouvelle que vous ayez pu être accueilli avec sympathie. Vous, on est dans le monde d'Orwell. C'est-à-dire que la haine, c'est l'amour, la guerre, c'est la paix, etc. On va bien s'amuser, en effet. Vous avez l'air en difficulté à chaque fois que je m'exprime. Respirez un grand coup, vous avez un verre d'eau, détendez-vous, hydratez-vous, ça va bien se passer. Donc je disais, pour comprendre et pour clarifier votre obsession des sujets musulmans, il suffit de vous lire sur 100 articles que vous venez de produire. Il y en a 52 qui parlent d'islam, 22 qui parlent d'immigration et 1 qui parle de chômage. Ça donne une bonne idée de vos priorités aujourd'hui par rapport à la situation en France. Et ce qui vous met dans une telle détresse et dans une telle panique identitaire au bout du compte, c'est qu'il se passe exactement ce qui est écrit sur nos frontons. Sur le fronton des mairies, il est écrit liberté, égalité, fraternité. Et quand des gens se mobilisent pour descendre dans la rue et transformer ces slogans-là en une égalité réelle, c'est ça qui vous pose problème. Non. Parce que pour la première fois, les gens se mobilisent de manière utile et ils disent que la religion des autres et la couleur des autres et l'origine des autres n'est pas un problème. Bien sûr que vous avez un problème. Vous écrivez là-dessus à longueur d'année. Je n'ai aucun problème. Moi, j'ai un problème avec la vérité, c'est tout. Oui, j'ai bien compris que vous avez un problème avec la vérité. On l'a tous compris. Oui, voilà. Et donc, cela dit, Yvan Rioufol n'est pas le seul à avoir accusé cette manifestation de tous
les mots, comme je disais tout à l'heure. Mais avant de continuer ce débat, je vous propose de revenir un tout petit peu en arrière. Juste voulu, sur une phrase, parce que tout de même, dans les mensonges que vous alignez, il y en a quelques-uns qui font... Oui, factuellement, moi aussi, oui, moi aussi, factuellement. Quand vous dites, par exemple, la banderole était marquée « L'islamophobie tue ». Je vous le confirme, en effet, l'islamophobie tue. Elle tue ceux qui ont été désignés comme étant islamophobes. Elles ont tué les journalistes de Charlie Hebdo qui avaient été désignés par vos amis ou par vous-même comme étant islamophobes. Non, mais attendez, les reproches que vous me faites à m'interrompre, appliquez-les à vous-même. Non, ça va bien se passer. Prenez de l'eau, hydratez-vous, vous aussi. Vous portez une accusation qui tombe sous le coup de la loi, qui s'appelle l'apologie du terrorisme. Non, je vous arrête net. Vous portez une accusation qui tombe sous le coup de la loi, qui est qualifiée d'apologie du terrorisme, être soutenue et inciter au meurtre de journalistes, ça s'appelle de l'incitation au meurtre et de l'apologie du terrorisme. Je vous demande de démontrer votre accusation. Vous êtes journaliste, je vous demande de démontrer votre accusation. L'accusation s'est démontrée dans le fait que quand les journalistes de Charlie Hebdo ont été... Pour la dernière fois, on est dans un état de droit. Vous avez traité les journalistes de Charlie Hebdo d'islamophobes et des esprits fous ont considéré que c'était une cible vivante. Et quand vous me désignez comme islamophobe, je suis aussi une cible vivante. Mais ce n'est pas simplement ceci. Je ne désigne pas comme islamophobe. Non, bien sûr que non, vous ne dites rien. Mais non, vous êtes un titanium. de votre travail porte sur l'islam. Oui, vous l'avez déjà dit. Vous risquez de vous répéter. La deuxième chose qui se passe, qui se cache derrière l'islamophobie, c'est que l'islamophobie est une censure. Car je vais quand même rappeler, parce que je connais bien le CCIF. J'ai eu des best-sellers, vous écrivez à longueur de journée. Non, je suis très content pour vous. Mais je ne dis pas que vous êtes censuré ou quoi que ce soit. S'il vous plaît. Vous êtes à longueur d'année sur des plateaux télé. S'il vous plaît. Vous ne plaignez pas, c'est votre travail, vous êtes payé pour ça. Terminez votre phrase, Yvan Rioufol. J'ai eu affaire au CCIF depuis longtemps et j'ai eu affaire à la manière dont le CCIF comprend le débat et comprend le débat avec cette illustration que vous en donnez. C'est-à-dire que j'ai été poursuivi moi-même par le CCIF il y a quelques années pour avoir dit du CCIF qu'il racontait n'importe quoi quand il se présentait comme étant la nation. C'est un peu le grand remplacement qui se présente là. Et surtout, j'avais eu l'audace de critiquer une de ces promotions publicitaires sur la nation, justement. Et donc, j'ai eu droit à des intimidations judiciaires, le djihad judiciaire, ce qui vous amène donc... Faire respecter la loi pour vous, c'est du djihad. Ce qui vous amène donc devant le tribunal correctionnel, où j'ai gagné, où vous avez perdu, vous avez fait appel, vous avez perdu, vous allez voler en cassation, vous êtes dégonflé. Mais évidemment, parce que ça s'appelle de l'intimidation. Et vis-à-vis d'un journaliste, cela s'appelle une tentative de censure. Donc, vous êtes celui qui a... Faites-vous passer pour une victime, bien entendu. Votre employeur a été condamné pour incitation à la haine raciale. Votre employeur, Le Figaro, a été condamné à plusieurs reprises pour incitation à la haine raciale. Non, mais vous, c'est votre ligne éditoriale. Arrêtez de pleurnicher. On ne va pas faire ce débat juste. Vous êtes un censeur et vous êtes un totalitaire. Vous allez vous faire des reproches personnels l'un et l'autre. On va essayer de l'élargir à cette marche contre l'islamophobie. Mais dès le départ, d'ailleurs, ça a posé des problèmes, comme le racontait RT à ce moment-là. 40% des musulmans subissent l'islamophobie en France. C'est ce que révèle une enquête de l'IFOP, diligentée par l'Agence gouvernementale de lutte contre le racisme et les discriminations. Les femmes sont les premières touchées. Voilées ou pas, plus de 4 femmes sur 10 ont été confrontées au racisme au cours de ces 5 dernières années. Cette enquête montre par ailleurs dans quelle mesure les discriminations subies par les personnes de confession musulmane ont des conséquences sur leur quotidien. 24% en font l'expérience lors d'une recherche d'emploi ou de logement, mais aussi dans leur relation avec l'administration publique. Et demain après-midi, on attend une marche contre l'islamophobie, un rassemblement au départ de la Gare du Nord à Paris. À l'initiative de l'appel, une 50aine de responsables de gauche, mais depuis quelques jours, les signataires se déchirent sur le fait ou non de manifester. Les précisions d'Émilie Gougache. C'est un rétropédalage qui fait grand bruit. Après avoir signé la tribune à l'origine de cette manifestation contre l'islamophobie, plusieurs personnalités de gauche ont annoncé qu'elles retiraient leur signature et même qu'elles ne participeraient pas à ce rassemblement. En cause notamment la présence dans le cortège du CCIF, l'un des initiateurs du texte. Le collectif contre l'islamophobie en France est jugé proche des Frères musulmans, une organisation connue pour prôner un islam radical. Du côté de la France insoumise, où l'ensemble des députés a pourtant signé la tribune, on ne se presse plus au portillon.
Yannick Jadot dit l'avoir signé trop rapidement. L'eurodéputé écologiste a assuré qu'il ne validait pas l'ensemble du texte et a expliqué que cette tribune avait mal circulé. Du côté du Parti socialiste, en revanche, où aucun élu ne figure parmi les signataires, on dit avoir la conscience tranquille. C'est une marche controversée contre l'islamophobie. Une manifestation à l'appel de plusieurs personnalités et organisations comme le collectif contre l'islamophobie en France. Le cortège est parti de la gare du Nord tout à l'heure à Paris pour arriver vers 16h, place de la Nation. Une manifestation qui vise à dénoncer les actes anti-musulmans. Le Rassemblement national dénonce pour sa part une alliance avec les islamistes. C'est super important d'être là et c'est même un devoir d'être ici aujourd'hui parce que ça fait plus de 30 ans que les femmes musulmanes dites voilées sont la cible de la haine de l'islam. Il nous fallait absolument qu'on soit là aujourd'hui pour dire qu'on en a marre d'être ostracisés et qu'il faut que l'égalité se fasse aujourd'hui. Je suis française. Sous plus de 8 générations, j'ai choisi ma religion parce que je suis libre dans mon pays. Et celles qui se sont battues pour la liberté de la femme, merci, je porte le voile parce que je suis française, je suis libre de faire ce que je veux. Ils étaient 13 500 à marcher dans la capitale selon un comptage occurrence pour un collectif de médias, 10 500 selon la préfecture de police. Avis aux manifestants, l'islamisme a tué beaucoup plus de musulmans en France, Mera, Nice, que l'islamophobie, qui n'en a fait aucun. Ceci révèle l'étendue de votre arnaque. Vous avez dans cette manifestation, pas seulement avec ceux qui vont aller dans la rue, mais aussi ceux qui ont signé l'appel à manifester, des gens qui incarnent le communautarisme islamiste. La France insoumise et des cadres d'Europe Écologie Les Verts sont pris la main dans le pot de confiture clientéliste et communautariste. Je pense qu'on est dans un climat qui est dangereux, qui fait une espèce de fixette complètement délirante sur les musulmans et qui fait un trait quasiment comme un continuum entre les musulmans et l'intégrisme et le djihadisme. Et donc ça, c'est dangereux. Et donc moi, je suis là pour dire un message très simple. Ça suffit. Yvan Rioufol, indépendamment du CCIF, est-ce que vous considérez qu'une marche contre l'islamophobie était motivée à ce moment-là? Je rappelle, il y avait cette enquête qui était parue juste avant, qu'on a rappelé. Il y avait aussi les coups de feu tirés contre la mosquée de Bayonne. Est-ce que, d'après vous, c'est motivé? On peut tout à fait, naturellement, être solidaire, par exemple, et horrifié de ce qui s'était passé à l'attentat de Bayonne, naturellement, et on aurait pu faire une manifestation contre ceci. Mais ce n'était pas... Là, c'était une manifestation contre l'islamophobie. L'islamophobie, déjà, c'est un terme que l'on peut récuser. L'islamophobie, ça veut dire c'est l'interdiction de porter tout jugement critique sur une religion. C'est écrit dans le texte. Vous allez pas me répondre, vous n'allez pas m'interrompre. Il suffit de lire les textes. L'islamophobie, c'est un interdit, une sorte de tentative pour essayer d'imposer un délit de blasphème qui a été quand même supprimé en France en 1881, je crois. Et donc, non, je ne pense pas que cette manifestation était justifiée sur ce thème-là, d'autant que sur le thème de l'islamophobie, pour le reprendre et pour aller dans votre sens, il ne correspond pas aux faits. C'est-à-dire que tous les sondages montrent, encore dernièrement, je crois qu'il y a 2 jours, un sondage du Pew Research dit que 72% des Français ont une bonne opinion des musulmans. Donc ils sont en désaccord avec vous? Mais moi aussi. En revanche, ils sont 72%, et là je suis avec eux, qui ont une mauvaise qui pensent que l'islam cache derrière sa religion apparente un programme politique. Et c'est ceci qui est posé aujourd'hui. C'est-à-dire que dans les doubles discours et dans les mensonges organisés que vous représentez, vous et d'autres, naturellement, vous pouvez vous présenter comme étant des victimes plaintives en disant on nous parle mal, etc. Mais vous avez suscité maintenant une telle victimisation avec vos provocations. On connaît bien votre processus, provocation, victimisation, revendication. Le diable musulman qui se cache, fourbe. On connaît cette théorie. Non, mais ce n'est pas ce que je dis. Je suis désolé, je ne vais pas caricaturer pour vous faciliter la tâche. Vous accusez les gens de double discours et de dissimuler qu'est-ce qu'ils pensent. C'est quand même terrible. Je vous en prie. Je vous donne des chiffres. Il n'y a pas d'islamophobie en France. Si effectivement il y a des musulmans qui sont tués, ils sont tués par l'islamisme. La Fondation pour l'innovation politique, Fondapol, a fait le recensement de tous les attentats islamistes dans le monde depuis 1977, je crois. Il y en a eu 140 000 ou 170 000 qui ont tué 91% des musulmans. Ceux qui tuent les musulmans aujourd'hui, c'est l'islam radical, c'est l'islam politique. C'est ceci qu'il faut parler. Donc c'est une incongruité que de manifester pour défendre une islamophobie qui n'est pas un problème en France, encore une fois. Dernier chiffre, le ministère de l'Intérieur très récemment
a donné les derniers chiffres de l'année dernière, montrant qu'il y avait eu 100 actes anti-musulmans en France. Vous avez dû voir ça, j'imagine. C'est-à-dire le taux le plus faible qui était depuis 2010, et qu'en revanche, les actes qui sont en augmentation constante, à 75%, sont les actes anti-juifs. 580, je crois, de mémoire. Et ces actes anti-juifs, je ne vais pas vous faire un dessin pour savoir d'où ils viennent. Si vous voulez que d'où ils viennent, dites-moi bien. Si vous voulez, alors je vais vous dire d'où ils viennent. Ils viennent en effet de l'islamisme. Ils viennent de l'islamisme radical. Ils viennent de les statistiques. Ah oui, non, les statistiques que vous intéressent pas. Et moi, je vous dis que la judéophobie qui est portée, l'idéologie qui tue aujourd'hui et qui tue notamment des juifs, c'est l'idéologie islamiste. Que cela vous plaise ou non, c'est ainsi. Et d'ailleurs, les juifs le savent bien. Vous êtes vraiment un disque rayé. Vous essayez de monter les gens les uns contre les autres. Vous essayez sur ce plateau de monter les juifs contre les musulmans. Vous inventez complètement des statistiques sorties de votre chapeau. Continuez à parler ainsi, le masque tombe de lui-même. On voit très bien qui vous êtes, monsieur. Je vous explique tout de suite. Donc, on va prendre les choses dans l'ordre. La Fondation Jaurès, qui fait une étude et qui montre que 40% des musulmans se sont sentis et ont vécu des actes de discrimination. C'est pas le CCIF. La Commission nationale consultative des droits de l'homme en France, qui est une institution républicaine et qui chaque année met en évidence la réalité de l'islamophobie, chiffrage à la pluie, c'est pas le CCIF. Quand les universitaires du monde entier font des rapports sur ce qui se passe en France, l'ONU, l'OSCE, le Conseil de l'Europe, ce n'est pas le CCIF. Et ils mettent en évidence tous la même réalité. C'est-à-dire que quoi, que la France est raciste? Ah ben non, mais écoutez, vous m'interrompez. Donc vous êtes en train de nous dire que la France est effectivement raciste, c'est bien ça? Mais qu'est-ce que vous faites en France? Pourquoi restez-vous en France si la France est un pays abominable? Qu'est-ce que vous me dites là? Vous me demandez d'aller où? Non, mais qu'est-ce que vous faites en France? Moi, je suis de nationalité française. Oui, mais d'accord, mais pourquoi restez-vous dans un pays raciste, dans un pays qui déteste tant les musulmans? Allez dans un pays musulman, allez vivre votre charia dans un pays musulman. C'est bien, vous parliez de masque qui tombe, puisque là, vous vous présentez comme journaliste. C'est une interrogation que tout le monde peut se poser. Et quand vous parlez à quelqu'un en face de vous, la première chose que vous lui dites, c'est d'aller ailleurs. Donc je vais vous répondre. Si vous terminez, Frédéric, j'aimerais bien juste terminer. Si vous détestez des problèmes de discipline. Laissez terminer Marwan Mohamed. Arrêtez de vous toucher de la tête des gens quand même. Non, mais si vous détestez tant la France, c'est une question sérieuse, monsieur. Si vous détestez tant la France, pourquoi y restez-vous? Je vais juste terminer. Non, vous ne pouvez pas me répondre à ça. Avec votre permission, je vais vous répondre. Si vous êtes capable, je sais que malgré votre âge, vous avez déjà fait des règles de politesse. Si vous me permettez vous-même ce que vous m'interdiriez. Non, mais vous laissez terminer un raisonnement et vous avez été éduqué. Je ne vais pas répondre à vos interdits. Vous n'avez pas encore gagné. Vous n'êtes pas en terrain conquis, monsieur Mohamed. Mais monsieur, si vous me permettez, juste je vous permets tout. Arrêtez vos simagrées. Ça y est? Oui, très bien. Ok. Donc, je disais que l'ensemble de ces institutions, qu'elles soient nationales ou internationales, mettent en évidence la réalité. Oui, vous l'avez dit. Laissez-le terminer. Allez plus loin. Mettent en évidence la réalité d'une forme de racisme et d'intolérance spécifique qui vise les gens en raison de leur appartenance réelle ou supposée à la religion musulmane. C'est une réalité, c'est aussi une réalité pour d'autres formes de racisme. Le fait que dans les statistiques, on ait des actes de violence et de discrimination et des actes d'exclusion vis-à-vis des personnes, ça c'est une réalité en sociologie et en statistique et dans le travail des services de police qui est inéluctable. Citez-moi un musulman qui ait été tué pour sa religion. Il y a un imam, par exemple, pas plus tard qu'il y a quelques mois, Rachid El-Jay, imam à la mosquée de Brest, a été visé par un attentat qui a essayé de le tuer. Il a été blessé par balle, lui et une autre personne. Pas plus tard que cet été, une maman. 270 morts. N'essayez pas de monter les gens les uns contre les autres. N'essayez pas d'opposer l'humanité des uns et des autres. Vous fichez de la tête des gens, enfin. Vous ne cessez de jouer à ça. Vous êtes le Yvan Rioufol, on peut admettre qu'il y ait de l'islamophobie sans qu'il y ait eu de mort. Mais je conteste l'islamophobie. Si on est un être humain, j'aimerais terminer mon raisonnement, et qu'on a plus de 2 neurones, on est capable de comprendre que l'on peut dénoncer l'antisémitisme, et on peut dénoncer le terrorisme, y compris celui qui se prévaut de l'islam, et on peut dénoncer l'islamophobie sans essayer de monter la dignité des uns contre des autres, la vie des uns contre des autres. Sauf que ce que vous essayez de faire depuis tout à l'heure, c'est de monter les juifs contre les musulmans, les musulmans contre la République, et ainsi de suite. Donc, je vous ai entendu beaucoup parler d'islamisme, mais je vous ai jamais entendu condamner l'idéologie du grand remplacement qui a inspiré Anders Breivik et qui a inspiré les attentats de Christchurch. Est-ce que vous condamnez cette idéologie du grand remplacement? Mais enfin, vous je vous pose une question simple. Est-ce que vous condamnez l'idéologie du grand remplacement qui a incité des terroristes à passer à l'acte et à viser des citoyens? Mais vous l'illustrez, le grand remplacement. Vous dites, vous êtes la nation. Non, mais vous me posez une question, vous permettez que je vous réponde? Vous dites aussi sommes la nation. Non, vous dites, le aussi est tout petit. Vous dites, vous êtes la nation et vous vous présentez comme islamiste. Eh ben non, la nation n'est pas
pas islamiste. Vous vous présentez non, comme moi je ne me présente pas islamiste. Non, vous avez mal compris. Non, mais c'est vous qui parlez d'islam en longueur de journée, c'est pas moi. Comme les chiffres le montrent. Ah non, vous parlez pas d'islam. Mais alors c'est quoi votre parti musulman? C'est quoi votre parti? Je suis pas un parti musulman. C'est quoi? Vous n'avez pas une formation qui s'appelle les musulmans? Mais je ne suis pas un parti musulman. Non, mais je vous pose une question. Attendez, vous êtes complètement cinglé. Arrêtez de dire n'importe quoi. C'est exactement la même personne. Arrêtez de dire n'importe quoi. Vous avez une plateforme qui s'appelle les musulmans. Vous me dites que vous ne vous occupez pas des musulmans. C'est une association qui travaille avec des mosquées. C'est normal qu'elle inclue à un moment donné le mot islam ou les musulmans. Je ne suis pas un parti politique, moi. Je suis candidat à rien. Je ne parle pas d'un parti politique. Je dis que vous défendez la cause islamiste. Vous êtes le parti des musulmans. Je vous interromps. Si vous niez tout et même les évidences, revenons. Je nie vos mensonges. Revenons face à face. C'est mes mensonges. Assumez qui vous êtes. Je ne suis pas un parti politique. Je suis candidat à rien. Il faut que vous soyez un parti politique. Vous êtes un islamiste. Assumez cela. Mais arrêtez de mentir sur les gens. Mais je ne mens pas sur les gens. Enfin, c'est une parti politique. Écoutez, moi je me bats pour la vérité. Je n'ai rien contre vous, monsieur. Je me bats simplement contre des mensonges. Et des mensonges, naturellement. On ne peut pas avancer si à chaque fois vous allez me dire non, c'est pas vrai. Vous venez d'ouvrir une plateforme qui s'appelle Les Musulmans et vous dites que vous n'avez rien à voir avec tous les deux dans le vide, puisque vous ne vous écoutez pas et que vous ne vous répondez pas. Je vous repose ma question, elle est toute simple. Est-ce que vous condamnez les idéologies qui ont amené aux attentats? Je condamne les attentats, bien sûr. Oui, et l'idéologie de laquelle il s'inspirait, qui est l'idéologie du grand remplacement, est-ce que vous condamnez cette idéologie? Je ne comprends pas ce que ça veut dire, mais est-ce que vous... Alors je vais vous poser la même question. Cette théorie, c'est celle qui dit que les musulmans ont un projet subsidiaire, un projet souterrain de conquête de la France. Cette idéologie, vous la condamnez ou pas? Vous avez certainement un projet. Elle est présente dans vos textes. Elle est présente dans vos textes. Vous parlez de grand remplacement. Je peux vous citer si vous le souhaitez. Oui, mais je peux vous citer. Je vais vous citer. Vous êtes l'illustration du grand remplacement. Vous êtes l'illustration du grand remplacement. Ça va vous rendre service. Vous expliquez en 2016 que 50% des musulmans de banlieue soutiennent Daesh. Il sort d'où ce chiffre? Non. Je vous cite. Non, je connais cette polémique. Le CSA a déclenché une enquête suite à ça. Oui, mais alors c'est très mal. D'abord, c'est 50% des musulmans de banlieue. 50% des musulmans. J'ai dit 50, mais vous entendez mal apparemment. Non, vous avez dit 50. Vous reverrez la bande, on va rentrer tranquillement chez vous dans votre canapé avec votre tisane. Donc 50% des musulmans de banlieue, 50% des musulmans de banlieue soutiennent Daesh. Non, ce chiffre sort d'où? Oui, alors je vais vous ITélé, une minute. Vous écouterez pour y répondre avant la pause. De l'Institut Montaigne, c'est une statistique. C'est faux. C'est 29% qui soutiennent. Écoutez, est-ce que vous me laissez parler ou pas? Parce que je la connais cette étude. Le chiffre vient de l'Institut Montaigne, d'une enquête sur les musulmans qui montrait que 50% de la jeunesse musulmane des moins de 25 ans se reconnaissait davantage dans la loi islamique que dans la charia. C'est pas ce que vous avez dit. C'est pas ce que vous avez dit. C'est ce qu'on m'a fait dire dans la charia. Mais je vous réponds à ma question. Vous posez une question. Je dis que 50% des jeunes musulmans se reconnaissent davantage dans la charia que dans la démocratie. Et ceci est un véritable... Et c'est faux. Bon, c'est faux. Mais Napoléon aussi a ce tarif-là. Napoléon, quand il écrit le Code civil et qui s'inspire de ce qu'il voit en Égypte, vous me posez une question, je vous réponds, et maintenant, comme ma réponse, vous dites c'est faux. Vous mentez. On fait une pause. C'est dramatique. Comment voulez-vous qu'on avance un quart de seconde? On se retrouve juste après, en espérant qu'on va pouvoir enfin faire un bilan. Vous avez une dette qui est hors de contrôle et qui malheureusement aujourd'hui est devenue un vrai modèle économique. Quand vous avez l'État qui s'endette non pas pour investir, mais pour payer des fonctionnaires en surnombre, ça ne produit rien. Aujourd'hui, on essaie de nous faire croire que la dette est utilisée pour faire des investissements. C'est faux. La dette, elle est faite pour payer les dépenses courantes. Quand on prend un pays comme la France, par exemple, qui détient la dette publique? Il y a un acteur qui est apparu et qui en détient 20%, c'est la Banque de France. Alors ça peut sembler étonnant, mais en fait non, c'est le résultat direct du quantitative easing initié par la Banque Centrale Européenne, mais qui est mis en œuvre dans chaque pays par les banques centrales. Et donc pour l'État, c'est tout bénef parce qu'il paye des intérêts alors qu'ils sont faibles, mais il paye des intérêts sur la dette. Mais il y a 20% de ces intérêts qu'il verse à la Banque de France. La Banque de France, ça lui fait des revenus, donc des bénéfices, et ces bénéfices sont reversés à l'État. J'ai un fort potentiel. Programme-moi et je ferai tout ce que tu veux. Yeah! Good job! Toi, tu es un robot, nous, on est des êtres humains. Je vous emmène découvrir les robots les plus high-tech qui vont bientôt sortir de leur laboratoire pour rentrer dans nos maisons. Welcome home, Eric. L'ère des robots approche. Nous avons l'opportunité de pouvoir changer le monde. C'est si excitant. Ils vont changer notre manière de nous divertir, d'apprendre, de communiquer. En fait, ils vont changer notre vie.
tourisme est la première activité économique mondiale. C'est plus de 10% du PIB mondial, plus de 15% des emplois dans le monde. L'envie du voyage, elle est inhérente à l'homme, quoi. Je pense, moi, que vous vendez autre chose que du voyage. Vous vendez de la culture, vous vendez de... On essaie de faire comprendre à celui qui voyage la vérité profonde d'un pays. Il faut éduquer celui qui voyage, il faut le pousser à aller là où les autres ne sont pas. Comment il réagit au fait d'envoyer et de vendre des voyages dans des pays dont les valeurs sont diamétralement opposées aux nôtres? Ça vous gêne pas, ça? Non. Parce que c'est quand même un problème. Quand vous envoyez des touristes dans un pays à dictature, eh bien, globalement, en général, vous affaiblissez la dictature. Parce que les populations locales parlent avec les touristes. Nous reprenons ce débat sur la marche contre l'islamophobie du 10 novembre dernier avec Yvan Rioufol et Marwan Mohammad. Ils étaient tous les deux à cette manifestation. Ils n'y ont pas vu la même chose. Commençons par l'affaire de l'étoile jaune, puisqu'on en a beaucoup parlé par la suite. C'est une photo qu'on va voir qui en est à l'origine. On voit la sénatrice Esther Benbassa entourée de gens, dont une petite fille et une femme, qui portent une étoile jaune. Vous y faisiez allusion tout à l'heure, Marwan Mohammad, à cette image? Oui, je l'ai vue, je l'ai découverte moi, le lendemain de la manifestation, sortie de son contexte, bien entendu. Ça fait pas du tout partie des consignes, ni des organisateurs, ni des choses qui étaient préparées. D'ailleurs, la veille, on avait fait circuler à l'ensemble des organisations et des gens qui s'apprêtaient à participer à la manifestation un certain nombre de slogans et de consignes, et aucunement ce type d'un symbole. Moi, je trouve la démarche maladroite. D'autant plus qu'elle ne fait pas partie des slogans ni des messages qui étaient adressés. Bon, les personnes s'en sont expliquées, notamment Esther Benbassa, qui a fait l'objet d'un déluge d'attaques, de menaces, d'insultes, alors qu'elle-même elle est sénatrice et spécialiste de ces questions-là. Et elle est juive, il y a quelque chose qui est paradoxal aussi, c'est-à-dire qu'on peut considérer effectivement que ça c'est maladroit, que ça n'a pas sa place, que c'est pas le type de message qu'il fallait adresser, mais dans le même temps, on peut pas demander à l'ensemble de la population de s'approprier et de tisser un lien avec cette mémoire collective qui est celle de la Shoah et du génocide et du massacre des Juifs par millions, et dans le même temps, quand des gens le font, y compris de manière maladroite, déplacée, comme c'est le cas ici, dire et crier que ça c'est de l'instrumentalisation. Donc moi, je soutiens pas ce type de démarche, je vois comment il émerge, mais je comprends aussi comment après on essaie de sortir ça de contexte pour critiquer la marche, pour essayer de décrédibiliser la marche et de prendre ce type d'incident ou ce type de démarche complètement isolée et individuelle pour essayer de porter du tort, au bout du compte, à une marche qui nous pose problème parce qu'elle fait bouger les lignes. Yvan Rioufol, sur cet aspect de la marche? Oui, c'est un aspect naturellement très choquant. Alors bien sûr, maintenant, on nous explique que ça n'avait rien à voir, qu'on n'était pas au courant, qu'on ne savait pas, que c'est pas bien, etc. Très bien. J'ai compris maintenant la psychologie du personnage. En l'occurrence, il n'y avait pas simplement que cette étoile, d'ailleurs qui n'est pas une étoile juive, vous auriez pu le dire, c'est une étoile plutôt... musulmane, si je comprends bien, parce qu'il lui manque une branche, après ce que l'on a dit. Mais peu importe, parce que moi j'étais dans la foule et j'ai photographié d'autres. Il n'y avait pas que ça, il y avait des pancartes également que j'ai sur mon portable, mais j'aurais pu vous les fournir, qui mettaient exactement la corrélation entre l'étoile juive et le croissant, en faisant un signe d'égalité et en disant que dans ces deux cas-là, la France était la tyrannique et à la fois des Juifs durant la dernière guerre et des musulmans aujourd'hui. Donc le parallèle était fait, et c'est un parallèle naturellement d'autant que si on se souvient de la dernière guerre, et si on se souvient de la position du grand moufti de Jérusalem qui a pactisé avec Hitler, ça me fait bien rigoler de voir qu'aujourd'hui, on s'insurgerait de dire que les musulmans, naturellement, pourraient porter, enfin, on permettrait que les musulmans puissent porter ce qui ressemblerait à une étoile juive. Donc on est toujours dans le paradoxe et dans l'outrance, mais enfin ceci, maintenant, me dépasse un peu. En revanche, je trouve que cette démarche-là n'est pas nouvelle. C'est-à-dire que ça fait très longtemps que et la gauche et l'islamisme, l'islamo-gauchisme, fait ce parallèle très régulier entre la condition des musulmans aujourd'hui, les mal-aimés, et la condition des juifs au siècle dernier. Pardonnez-moi de vous attendre, oui. Mais pas sur leurs conditions, mais sur la façon dont on les stigmatise. Oui, pas sur leurs conditions. Sur leurs conditions actuelles. Ça revient un petit peu de la même chose pour eux. La condition, j'entends par leur statut. Oui. Leur statut.
précisément, précisément. Leur condition est telle aujourd'hui, en oubliant qu'effectivement ils n'ont pas le statut des Juifs, mais ils se comparent. Enfin, il y a une sorte de dialectique victimaire qui, au prétexte de voir dans le musulman le nouveau damné de la terre, lui permettrait toutes les extrapolations historiques, et notamment celle-ci, de s'assimiler aux Juifs à travers sa condition actuelle, même si sa condition actuelle n'a évidemment rien à voir avec ce qu'ont connu les Juifs, et il n'y a pas besoin de faire un dessin, j'espère. Et donc on est dans l'outrance perpétuelle, mais c'en est une parmi d'autres. J'aimerais répondre à ça un peu sur le fond. On a toute une phase qui précède la Deuxième Guerre mondiale. On a toute une phase qui précède le génocide. Une phase où on commence à construire un problème juif, où on montre le juif du doigt, où on lui attribue, comme vous le faites d'ailleurs, un plan de subversion, un plan d'infiltration, un plan de conquête. On voue aux juifs une volonté de contrôle et d'influence dans la société. Et donc cette phase de discrimination, cette phase de stigmatisation qui est illustrée par l'idéologie de Drummond et qui ressemble étrangement à un Éric Zemmour, celui-même que vous soutenez et que vous qualifiez de résistant, cette idéologie-là qui précède, avant même de parler de génocide, elle crée, y compris parmi la communauté des historiens, des sujets d'analyse et des sujets non pas d'identification mais de comparaison. Il faut tirer des leçons de cette histoire parce qu'aujourd'hui, dans la France et dans l'Europe contemporaine, on a une forme et une construction d'un problème musulman, de stigmatisation des musulmans, et au cœur même de l'Europe, dans les années 90, à Srebrenica, on a massacré des musulmans par milliers. Aujourd'hui, dans notre monde contemporain, que ce soit en Birmanie, en visant les Rohingyas, ou que ce soit dans les camps où sont détenus des millions de musulmans en Chine, on a bel et bien la construction d'un problème musulman qui évolue vers des solutions de stigmatisation systémique. Bien entendu, et fort heureusement, Dieu merci, on en est loin en France. On est à une étape de construction de discours idéologiques et politiques, comme ce que vous illustrez, de stigmatisation et de mise à l'écart, des seuils de discrimination qui sont très importants, et c'est justement parce que des citoyens tiennent à la France, parce qu'ils aiment ce pays, parce qu'ils considèrent que ce pays vaut mieux que ce qu'ils montrent, qu'ils se mobilisent pour dire, voilà, nous, on ne va pas perdre nos moyens, on est des citoyens, on se sert du droit, on se sert des outils qui sont à notre disposition pour faire acte d'égalité. Et on est suffisamment humain et suffisamment intelligent pour comprendre que quand on lutte contre l'antisémitisme, quand on lutte contre la négrophobie, quand on lutte contre l'islamophobie, quand on lutte contre le sexisme, la romaphobie ou toute forme d'intolérance, on fait avancer le même combat, celui des droits communs, celui des libertés fondamentales. C'est ça le message de cette manifestation. Et je comprends que ça vous pose autant de problèmes. Non, ça me pose aucun problème. Encore une fois, ça ne me pose aucun problème. Une question, est-ce que vous reliez la judéophobie qui s'observe tout de même dans les cités musulmanes, dans les cités islamisées, est-ce que vous la liez à quelques préceptes du Coran qui intiment en effet de tuer les Juifs à plusieurs reprises? Est-ce que vous faites ce lien-là ou est-ce que cela n'a pas d'importance, cela n'est pas vu? Et est-ce que vous n'expliqueriez pas par hasard que le fait que le grand moufti de Jérusalem, pour reprendre cet exemple-là, qui est pactisé avec Hitler et qui a même constitué des milices SS, enfin j'espère que je ne vous apprends rien, ne puisez pas son argumentaire également dans ce livre-là. Est-ce que pour vous, est-ce que vous avez un esprit critique sur ces sourates? 25 questions, je vais vous répondre. Je finis ma question. Est-ce que vous avez un esprit critique sur ces sourates qui appellent à tuer les Juifs, qui appellent également d'ailleurs à battre les femmes? Et est-ce que vous vous sentez concerné par ceci ou est-ce que ceci n'est pas votre problème parce que vous n'êtes pas islamique, vous n'êtes pas musulman, vous n'êtes rien du tout qu'un passant? Donc, je vais vous répondre très méthodiquement et très simplement. Donc, la première chose, c'est, vous n'avez pas la moindre statistique, il n'y a strictement rien qui démontre qu'il y ait quelque forme de relation entre des musulmans, des gens qui habitent dans les banlieues, des arabes et des formes d'antisémitisme, y compris dans ces résurgences en France. Donc, il n'y a pas... Les Juifs quittent les banlieues, c'est eux-mêmes qui les disent. Bon, d'accord. Bon, ça n'existe pas. Soit vous êtes dans l'invective et les questions, soit vous m'écoutez et je vous donne des arguments et des chiffres. Donc, il n'y a pas la moindre statistique qui arrive dans votre sens. Par contre, le fait de faire un lien entre une appartenance culturelle, ethnoculturelle et religieuse et une forme de discrimination et de violence, ça c'est du racisme, c'est sa définition même, puisque vous attribuez à des traits d'appartenance sociologique, culturelle, religieuse, des comportements violents. C'est ce que vous venez de faire en liant la judéophobie au... Vous m'avez demandé si je puisais dans le grand remplacement... Vous m'avez demandé si je puisais dans le grand remplacement, dans la théorie... Le jeu, c'est question-réponse, d'accord? Vous m'avez demandé si je puisais dans la théorie du grand remplacement une explication pour justifier des actes contre des musulmans. Je vous ai dit que non, mais moi je vous pose la même question. Est-ce que vous n'avez toujours pas condamné cette idéologie du grand remplacement, malgré qu'elle soit dans vos textes? Est-ce que vous condamnez, vous, l'idéologie islamiste qui pousse à tuer des juifs et à frapper des femmes? Bien entendu. Le simple fait que vous me posiez la question est en soi un acte raciste. Est-ce que vous ne vous permettez pas? C'est trop facile. C'est incroyable votre truc. Pourquoi ce serait raciste? Vous n'avez pas posé la question au caméraman et vous n'avez pas posé la question au monsieur à l'accueil et vous ne posez pas la question
à Frédéric Tadei, mais vous supposez à quelques moments que ce soit que j'aurai une forme de sympathie avec des violences. Et ça, en soi, ça pose problème. Donc je vous le dis de la manière la plus claire, je condamne toute forme de criminalisation, de violence, de stigmatisation, d'antisémitisme, de sexisme, quelle que soit la victime et quel que soit celui qui les vise. Maintenant, je vous réponds. Laissez-le finir de répondre. Mais vous vous prenez vraiment pour un procureur dans un tribunal. Soyez poli, soyez courtois, essayez de m'écouter jusqu'à la fin. Sauf si ce que je vous dis vous fait tellement peur que vous êtes en train de m'invectiver toutes les 2 secondes. Je vais vous faire un aveu, vous faites terriblement peur, en effet. Vous avez terminé votre réponse. Donc, le fait de lier une appartenance religieuse à des formes de criminalité, ça en soi, c'est du racisme. Mais comme vous avez tellement pris l'habitude de le faire, et comme sur les plateaux télé sur lesquels vous êtes payés par des marchands d'armes et par des gens qui vous assistent, puisque c'est de la charité qu'on vous fait, la moitié de votre salaire est payé par les aides à la presse, l'autre par des contrats d'armement à ceux-là même, aux islamistes et aux gouvernances et aux théologies que vous dites et que vous prétendez dénoncer à longueur d'année. Mais c'est mon bon plaisir. C'est mon bon plaisir de vous de l'islamo-fachosphère va applaudir. C'est mon bon plaisir de vous faire la charité pour vous permettre de continuer ce travail. Monsieur est trop bon. Et ensuite, pour vous répondre, dans l'ensemble des théologies musulmanes, ces théologies-là, elles sont diverses et elles sont plurielles. Et les musulmans et les savants musulmans n'ont pas attendu Yvan Rioufol, le grand moufti, bien entendu, pour leur donner des leçons de religion. Les versets auxquels vous faites référence ont eu un contexte de révélation. Et ces contextes de révélation sont complètement dépassés. Je vous pose une question simple à laquelle vous ne répondez pas. Est-ce que vous seriez prêt pour considérer que ces versets-là sont des versets caduques? Ces versets ont un contexte de révélation et il faut demander à des imams. Répondez-moi oui ou non. Moi, je vous réponds. Caduque ou pas caduque? Je vous réponds. Le Coran est un texte qui est révélé, un texte que les musulmans soutiennent et respectent, quel que soit le contexte et quelle que soit la temporalité. Maintenant, si vous demandez à des imams qui vous expliquent dans quel contexte ce verset a été révélé, ils pourront vous faire une explication de texte de la même manière que dans le Talmud ou la Bible, il y a des textes qui, cités hors de contexte, pourraient être perçus comme des incitations à la violence. Ces textes-là ont été revus par la raison humaine. Parce qu'il y a une église et qu'il n'y en a pas là. Il y a des clergés musulmans. Ce qui m'intéresse, puisque vous parlez de la période de la Deuxième Guerre mondiale. Par des hommes, mais il n'y a pas d'écrit par Dieu. Vous reprenez votre hystérie. Laissez-moi terminer. Mais vous n'allez pas non plus monopoliser la parole, non? Ou alors je me tais. Si vous voulez vraiment tout prendre, prenez tout, mais... Terminez, Marwan Mohamed, parce qu'on a encore un extra à passer. La France, qui était sous l'occupation nazie, elle a eu des collaborateurs. Ces collaborateurs n'étaient pas musulmans. Pétain n'était pas un moufti à l'université de Médine ou à l'université d'Al-Azhar. Les collaborateurs de cette époque sont les pères fondateurs de l'idéologie que vous soutenez aujourd'hui. Cette idéologie qui construisait les Juifs comme un problème, cette idéologie qui n'était pas prête à vendre l'idéologie totalitaire d'aujourd'hui. Je suis né en 1978, j'ai strictement rien à voir avec votre idéologie et je condamne toutes ces formes d'intolérance. La gauche extrême et la gauche collaboratrice. Mais non, mais écoutez, vous avez beau lever les yeux au ciel. Une chanteuse comme Ménel comme islamiste et vous considérez Greta Thunberg comme une idéologue totalitaire. Donc vos compliments et vos qualifications idéologiques n'engagent que vous. Vous êtes dans le monde oui, mais ça ne m'empêche pas de vous dire que vous êtes un totalitaire. Vous avez une idéologie totalitaire. Il suffit de voir comment... On dirait un discréé, on appuie sur un bouton et ça distribue. Il suffit de voir comment vous concevez les débats. Mais si vous avez un complexe... Vous êtes un sketch. Si vous avez un complexe d'autorité, faites-le, mais ça ne va pas durer beaucoup avec moi. Alors, passons à un autre moment de cette manifestation dont vous êtes le personnage principal, Marwan Mohamed. Je le disais en vous présentant, vous avez appelé les manifestants à crier Allahu Akbar dans la rue. Et on vous voit, et vous en expliquez d'ailleurs pourquoi vous le faites. Mais on vous écoute et je vous donne la parole juste après. On dit Allahu Akbar. On dit Allahu Akbar. Parce qu'on est fiers d'être musulmans et on est fiers d'être citoyens français. On dit Allahu Akbar. On dit Allahu Akbar. On dit Allahu Akbar. Parce qu'on en a marre que des médias fassent passer cette expression religieuse pour une déclaration de guerre. Vous expliquez très clairement pourquoi vous le faites. Néanmoins, on peut se poser la question, vous auriez pu vous contenter de le dire. Le fait de leur demander de le crier dans les rues de Paris, qui en a entendu d'autres, vous le savez bien, ça peut être mal interprété ou ressembler à une provocation. Bien sûr, quand on tire cet extrait hors de son contexte, c'est exactement l'analyse que moi-même j'en aurais faite en voyant cet extrait. Sauf que la séquence, elle dure 5 minutes. Et que mon discours commence par, je passe le salam, je dis salam alaikum, et je dis, rassurez-vous, c'est pas une expression de violence, de la même manière que d'autres expressions en arabe, comme Bismillah ou Allahu Akbar, ont été... Sauf qu'au moment où j'évoque, où je prononce Allahu Akbar,
la foule reprend spontanément. Donc si je m'arrête à ce moment-là, on a l'impression que la foule a dit Allahu Akbar sans qu'il y ait de motivation particulière. Et c'est là où je les fais reprendre et je leur dis voilà, attention, quand on dit Allahu Akbar, c'est parce que ça doit être un message de paix et d'amitié et un message de fierté d'être citoyen ici. Et quand on en a marre de critiquer, quand on en a marre d'entendre ce discours d'Allahu Akbar trop associé à des discours de violence, puisque ça a été l'incantation et le cri des terroristes, et que ce cri malheureusement a été validé par un certain nombre de polémistes et d'idéologues qui ont fait de Allahu Akbar au bout du compte une signature de la violence politique, c'est précisément ça que l'on dénonce. Et c'est pour ça que quand on réfléchit un tout petit peu, il y a 1,8 milliard de musulmans dans le monde et ils disent 85 fois au moins par jour le mot Allahu Akbar. Et ils le disent, y compris dans des situations de la vie quotidienne, pour se satisfaire d'un moment de joie ou pour se donner un petit peu de courage. Donc ce que l'on fait lorsqu'on dit Allahu Akbar, et dans la foule, même les non-musulmans le reprenaient, c'est qu'on se réapproprie ce terme dans sa définition et dans son usage majoritaire, plutôt que de le laisser dévoyer par des terroristes qui ont sali cette incantation, cette phrase-là, en la dévoyant de son sens initial. Et malheureusement, un certain nombre de journalistes, un certain nombre de polémistes, un certain nombre de gens qui veulent mettre la société française à feu et à sang, identifient ça et donnent raison aux terroristes au bout du compte. Et donc d'un côté, il y a les 1,8 milliard de musulmans qui utilisent Allahu Akbar quotidiennement comme un signal de paix et comme une glorification de Dieu. Et puis il y a de l'autre côté les terroristes et ceux qui valident leur acception de Allahu Akbar, qui sont une illustration qu'on a aujourd'hui sur le plateau. Puisque pour vous, quand vous visez moi ou quand vous visez les terroristes, c'est moi. Je dis que vous avez précisément la même définition d'Allahu Akbar que les terroristes. Oui. C'est quand même assez paradoxal. Moi, je n'ai pas de définition d'Allahu Akbar. Moi, je ne parle pas l'arabe. Vous le considérez comme une déclaration de violence. Oui, ça n'en est pas une. Non, c'est une déclaration de paix. C'est Orwell. La paix, c'est la guerre. La violence, c'est la haine. Non, mais 1,8 milliard de musulmans. Si c'était une déclaration de guerre, on serait même plus là. À la limite, moi, je bois du petit lait parce que j'ai presque rien à dire. Dans le fond, je pense que les téléspectateurs vont juger de l'abracadabrantesque explication que vous venez de donner. Enfin, en tout cas, je vous situe quand même les lieux. Parce que, Allahu Akbar, naturellement, c'est très gentil, c'est aimez-vous les uns les autres. On est d'accord. Sauf que Allahu Akbar, c'est le dernier mot qu'ont entendu les journalistes de Charlie Hebdo quand ils ont été fauchés à la Kalachnikov et que les deux tueurs, les frères Kouachi, ont dit Allahu Akbar. Et c'était à côté, tout ça, c'était dans le même périmètre. C'est également, mais c'est tout à fait un hasard, ce n'est pas vous, vous n'étiez pas là, vous étiez de passage. Allahu Akbar, c'est également le mot qui a été crié par ceux qui, lors de l'attentat des terrasses, puis de l'attentat au Bataclan, ont tué, je crois que c'est 130 personnes, au ce cri sympathique et très gentil de Allahu Akbar également. Donc, il faudrait peut-être arrêter de se foutre de la gueule du monde quand vous nous dites que Allahu Akbar, c'est un signe de paix et de tolérance. Ou alors vous faites vous-même le lien, d'abord vous démontrez votre double discours, et vous faites le lien entre l'islam et l'islamisme, et entre l'islamisme et l'islamisme terroriste. Et dans ce cas-là, vous êtes solidaire de tous ceux dont vous dites qu'ils me ressemblent, en quoi ils me ressemblaient. Ils partagent la même définition. Oui, c'est ça, ils partagent ma même vision. Mais vous êtes complètement fou. Oui, c'est ça, absolument. Donc, je vais reprendre. Donc, continuez donc à vous noyer. Donc, je trouve qu'il y a une indécence incroyable à faire parler les morts, à parler au nom des victimes et à parler au nom des victimes du terrorisme qu'on est tous ici à exprimer une solidarité. Plus c'est gros, plus ça marche. Oui, donnez-moi des leçons de décence, en effet. Oui. Je vous remercie. Quand vous faites parler les morts, avoir fait crier la foule, Allahu Akbar, dans le périmètre du Bataclan, dans le périmètre de Charlie Hebdo, et vous osez me donner des leçons de décence, mais vous manquez pas d'air, quand même. Donc, je disais, vous avez l'indécence de faire parler les morts, de faire parler des innocents qui n'ont strictement rien demandé. Non, parmi les manifestants qui étaient présents ce jour-là, dans cette foule-là, il y avait aussi des proches de ces victimes. Et le simple fait que vous associez ça à du terrorisme, associez en fait, ça vous êtes un personnage odieux, c'est tout simplement donc ça. Donc je reprends. Je vois ça. Si vous êtes dans les injures et dans les insultes, non, mais je suis désolé. Vous révélez votre vrai visage. Ce que vous dites est absolument répugnant. C'est absolument répugnant. Je suis calme et courtois avec vous. Oui, mais vous êtes en train d'insulter les gens. Il y a un moment où c'est trop. Perdez pas votre calme. Restez bien tranquille, restez calme. Vous reconnaissez qu'on peut employer l'expression Allahu Akbar a été employée avant et depuis que les actes terroristes ont terminé ma phrase. Non, je ne reconnais pas ça précisément. Frédéric, j'aimerais vraiment terminer ma phrase parce que c'est important. Je ne le reconnais pas. Laissez-moi terminer, plutôt que de parler à ma place, plutôt que de mettre des mots dans la bouche. Donc je disais, Allahu Akbar,
c'est une expression que des terroristes ont dévoyée. Et Allahu Akbar, c'est une expression que vous avez validée en donnant raison aux terroristes lorsqu'il l'a dévoyée de son sens. Allahu Akbar, c'est l'expression de 1,8 milliard de musulmans qui est utilisée quotidiennement. Allahu Akbar, c'est ce que des sages-femmes et des milliers de médecins disent à chaque fois qu'un enfant naît. Allahu Akbar, c'est une expression de paix et de fraternité. Et si vous n'êtes pas capable de recevoir que 1,8 milliard de musulmans l'utilisent comme tel, alors posez-vous une question simple. Si vraiment c'était un cri de guerre, si vraiment c'était un cri de menace, on ne serait plus là pour en parler. À 8h30 du matin, on aurait déjà disparu de la surface de la Terre. Donc au bout d'un moment, vous êtes soit dans le sens de l'histoire, dans le sens de ces milliards de personnes qui l'utilisent dans le sens initial de ça, à savoir une glorification de Dieu et une expression usuelle pour célébrer au bout du compte une appartenance, une fierté, et c'est pour ça que même des non-musulmans le chantaient avec nous à ce moment-là, dans ce moment historique-là, soit vous êtes au bout du compte du côté des gens qui ont fait commerce de cette violence politique, ces gens que l'on réprouve, ces gens qui assassinent, et ces gens qui donnent raison à ces assassins en faisant commerce de ça. C'est votre fonds de commerce. C'est votre fonds de commerce. Vous cautionnez vous-même en faisant crier Allahu Akbar par une foule entière dans le périmètre je lui redonne dans son le périmètre sens. des Je lui redonne vous son ne redonnez sens. aucun sens. Si vous donnez un sens, vous signez en effet le crime. Vous signez le crime au nom d'Allah Akbar. Voilà ce que vous avez fait dans le périmètre de ces martyrs-là. Et vous saviez, en fait, vous êtes un homme intelligent, d'au moins j'ose le croire, et vous saviez très bien ce que vous faisiez à quelques mètres du Bataclan et à quelques mètres je désamorce cette expression. C'est comme si aujourd'hui, mais je ne vous crois pas, parce que c'est tellement. Vous plaire. Non, mais je ne me plaisais pas. Ça fait bien longtemps que je n'essaie de plus plaire à des racistes ou que ce soit. Donc je me fiche de vous plaire. Vous ne me plaisez pas du tout. Mais je trouve qu'il suffit de vous entendre pour voir à quel point vous êtes répulsif. Et c'est en ceci que je me battrai toujours pour que vous ayez la parole, parce qu'il suffit de vous entendre pour comprendre qui vous êtes et pour comprendre en effet les doubles discours, les triples discours et les mensonges qui vous habitent. Je suis navré de vous le dire. Oui, c'est mon fantasme, c'est en effet mon fantasme. Mais je pense que je fais confiance en l'intelligence des téléspectateurs. Alors, exprimez-vous, terminez ce que vous vouliez dire. Je disais, il y a d'un côté des gens qui sont pour le vivre ensemble et qui sont capables de comprendre que, y compris dans la pratique religieuse, il y a des expressions qui ne peuvent pas être sorties de leur contexte et qui doivent être réclamées et redéfinies par les premiers concernés eux-mêmes. Et puis il y a de l'autre côté des gens qui attisent la violence comme vous le faites et comme vous l'animez. Maintenant, notre message est clair, on ne peut plus clair. Stop à l'islamophobie, stop aux discriminations, stop aux violences racistes, et on est convaincu qu'il n'y a pas besoin de monter des combats les uns contre les autres et qu'on peut efficacement lutter contre toutes les formes de terrorisme, y compris celles qui se réclament et qui se revendiquent de l'islam, lorsque des gens dévoient le message de l'islam, lorsque des gens dévoient les valeurs de cette religion, et tout de la même manière condamner toutes les formes de racisme, y compris l'islamophobie. Mais ça fait 1 heure qu'on débat ensemble, et vous n'avez toujours pas condamné, les actes de violence islamophobes qui ont visé des imams. Vous avez condamné l'idéologie qui va avec. L'attentat contre. Vous n'avez pas condamné ces idéologies qui les ont alimentées. Vous demandez aux musulmans de la terre entière de se désolidariser. Est-ce que vous vous désolidarisez d'une personnalité comme Renaud Camus qui vous félicite et qui anime. Pas du tout. D'accord, c'est très bien, c'est très clair. Il est l'inspirateur des attentats de Christchurch et vous êtes solidaire de lui dans son idéologie. Il n'est pas du tout l'inspirateur. C'est ce que dit le terroriste. Ne mélangez pas les choses. S'il y a un inspirateur pour l'instant du terrorisme, c'est le Coran dévoyé. Alors et ça, j'aimerais bien vous entendre parler de ça. C'est le mot que vous prenez, c'est bien, au moins pour une fois, on est d'accord. Le Coran dévoyé. Le Coran, je mets un Coran, je veux être aimable avec vous. Donc j'aimerais bien que plutôt que vous accusiez Renaud Camus de tous les crimes, alors que je ne le condamnerai pas. Parce que c'est un grand intellectuel, c'est un grand écrivain. En revanche, j'aimerais bien que vous condamniez tous ceux qui, au nom du Coran, au nom des préceptes pris à la lettre du Coran, tuent des juifs et tuent des mécréants. Et c'est ceci qui est le plus intéressant. Non, vous ne l'avez pas fait chacun l'un comme l'autre. Vous ne l'avez pas fait du tout. Vous l'avez fait tous les deux. Mais vous êtes sourds. Vous l'avez fait tous les deux, mais néanmoins, je voudrais préciser, en ce qui concerne le grand remplacement, ça n'est jamais qu'une théorie qui ne dit pas qu'il faut tuer les Arabes. Et bien sûr, mais je ne veux même pas rentrer là-dedans. C'est une théorie qui dit qu'ils sont en train de remplacer. La pauvreté, votre argument est accablant. Et d'abord, le grand remplacement, encore une fois, vous l'avez représenté vous-même avec votre affiche, puisque vous êtes la nation. Vous le dites, vous êtes la nation. Eh bien non, vous n'êtes pas la nation. Et en tout cas, moi, je ne suis pas de la même nationalité que vous dans ces cas-là. Ok, donc. Vous avez toujours un problème de lecture. Non, je vois très clair. Non, excusez-moi. Laissez répondre, Marwan. Je vois très clair, mais je n'ai pas un problème de lecture. Vous avez un problème, effectivement, avec la vérité. Donc, le message, c'est nous,
aussi sommes la nation. Et ce que scande la foule à place de la nation, c'est que noirs, arabes, juifs, quelle que soit notre couleur de peau, quelle que soit notre religion, nous aussi sommes la nation. C'est le pas titre les de uns votre plus livre, que les d'ailleurs. autres, pas les uns moins que les autres, à égalité. C'est écrit sur nos mairies, si seulement vous preniez la peine de lire. Maintenant, il y a un moment donné où ce type de discours alimente le racisme, alimente les violences. Mais regardez-vous. Monsieur Rioux, vous êtes la haine incarnée, franchement. Exactement. Comment pouvez-vous dire des choses pareilles? Oui, vous le ne message d'égalité, c'est vous la ne haine. cessez de déverser votre fiel depuis tout à l'heure. Vous ne cessez de jeter de l'essence sur le feu qui couve. Enfin, vous vous rendez compte de ce que vous... L'idéologie du grand remplacement, l'idéologie du grand remplacement, c'est rien du tout. C'est l'idéologie islamiste dont il faut parler. C'est l'idéologie islamiste qui tue. Arrêtez. Vous perdez vos nerfs, monsieur Rioux. Pardon? Vous perdez vos nerfs, mais je ne perds pas mes nerfs, mais c'est simplement... Vous n'allez pas nous faire divaguer sur l'idéologie. Vous êtes vous-même le grand remplacement. Parlez de l'idéologie islamiste qui tue, ce n'est pas l'islamophobie qui tue. Ce n'est pas l'islamisme. Vous avez tellement pris l'habitude. Je vous en donne une chacun. Je vais laisser monsieur Rioufol commencer, je terminerai. Encore une fois, je dis ce n'est pas l'islamophobie qui tue, c'est l'islamisme qui tue. Or, vous défendez l'islamisme. Soyez cohérents avec vous-même. Désolidarisez-vous de ce qui, dans le cœur du Coran, permet d'armer des bras. Et c'est ça que j'aimerais vous faire entendre, plutôt que de me faire parler d'un grand remplacement que vous incarnez vous-même avec votre précepte de dire que c'est vous qui êtes la nation. Vous n'êtes pas la nation. D'accord. C'est bon, je pense qu'on a entendu votre message. Vous êtes aujourd'hui à nu devant les téléspectateurs. Cette vidéo, je pense, elle restera comme votre héritage, puisque vous validez l'idéologie du grand remplacement. Vous n'avez pas condamné ceci. Je ne valide rien du tout. Vous avez stigmatisé les musulmans. Vous dites que les musulmans ne font pas partie de cette nation, alors qu'on a expliqué depuis tout à l'heure. Maintenant, j'aimerais. Je suis avec les musulmans. Je suis avec les musulmans laïcs. Ceux qui vous plaisent, les musulmans républicains. Ceux qui vous plaisent. Et vous avez tellement pris l'habitude de dominer et d'exclure et de stigmatiser que vous avez considéré que c'était normal. Et donc, dès que quelqu'un vous répond, j'ai toute ma solidarité avec les musulmans et avec les musulmans qui se sont mobilisés. Qui vous plaisent, en effet, oui, vous ne me plaisez pas. Et j'aurais bien aimé vous voir lors des manifestations qui ont été organisées, notamment par votre ami l'imam Chalgoumi que vous méprisez, l'imam des Juifs. Qu'est-ce que vous avez avec les Juifs? Vous avez un problème avec les Juifs? Absolument aucun. Mais vous semblez avoir un problème. J'ai jamais dit ça. Il nous reste des propos qui ne sont pas dits. Moi, j'aurais bien aimé vous voir lors des manifestations qu'il a organisées, notamment lors des derniers attentats. Vous savez combien on était dans la manifestation qui avait été organisée par 10 imams, dont l'imam de Chalgoumi? Peut-être que vous n'avez pas envie de manifester avec des racistes. Peut-être que vous n'avez pas besoin de manifester avec des racistes. Alors, terminé parce qu'il reste 30 secondes. Donc, j'aimerais bien placer un mot. Donc, vous avez été une parfaite illustration de ce que l'on dénonce à longueur d'année. Et si ça vous met dans un tel état, c'est parce que cette manifestation est un succès et qu'elle démontre la réalité de ce que l'on dénonce, à savoir les idéologies que vous portez. Ces idéologies de racisme qui montent les Français les uns contre les autres. Et quand vous parlez de grand remplacement, c'est pas uniquement des musulmans et des arabes dont vous avez peur. C'est des gens qui sont pour l'égalité, dont vous avez peur d'être remplacés. Et cette jeunesse-là, qui dit non à votre racisme, qui dit non à ces idéologies, vont vous remplacer, qu'ils soient blancs, qu'ils soient juifs, qu'ils soient chrétiens. J'ai l'impression que les générations futures vont tous nous remplacer. Les générations futures vont tous nous remplacer et vont remplacer votre racisme. Je choisis mes mots très soigneusement. Elles vont remplacer vos idéologies. On va être remplacés par des gens meilleurs que vous. Vous donnez raison à Renaud Camus, alors? Non, pas du tout. Je donne raison. Vous êtes en train de me menacer de disparition. Je donne raison à la devise de notre pays. Est-ce que vous venez de dire? Non, il parle des idées. C'est votre délire. J'entends bien ce qu'il dit. C'est votre délire. Je dis que la génération future ne portera pas votre racisme. La génération future n'aura pas un problème avec les nazis. Le racisme est bien parti. L'émission est terminée. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro. Le prochain numéro, d'ailleurs, ce sera la 200e et c'est demain.